De ses origines humbles dans une Italie ravagée par la guerre à son ascension fulgurante vers les sommets du cinéma mondial, la vie de Sophia Loren est un récit épique digne des plus grands films hollywoodiens, tissé de drames, de triomphes et d'une résilience à toute épreuve. Née dans la pauvreté, confrontée à l'abandon et aux privations, elle a surmonté des obstacles personnels et professionnels pour devenir une icône intemporelle, dont la beauté envoûtante, le talent brut et la grâce naturelle ont captivé des générations entières. Derrière les éclats des projecteurs, les tapis rouges et les statuettes dorées se dessine une facette plus intime de sa vie, celle d'une femme en quête de paix, d'amour et d'un foyer où elle pouvait être simplement elle-même, loin de l'image de star. Ce refuge, elle l'a trouvé dans un élégant appartement à Genève, un lieu qui incarne à la fois la grandeur de sa carrière et la sérénité qu'elle a toujours poursuivie. Embarquons pour un voyage immersif à travers le parcours extraordinaire de Sophia Loren, depuis ses débuts difficiles jusqu'à sa consécration mondiale, et explorons en détail les demeures somptueuses qui ont jalonné son existence, chacune racontant une partie de son histoire. Sophia Loren, née Sofia Costanza Brigida Villani Cicolone le 20 septembre 1934 à la Clinica Regina Margherita de Rome, a vu le jour dans une Italie déchirée par la Seconde Guerre mondiale, où la survie était un combat quotidien pour les familles modestes comme la sienne. Sa mère, Romilda Villani, était une femme d'une beauté saisissante et d'un talent remarquable, professeure de piano et actrice en herbe qui avait remporté un concours pour être la sosie de Greta Garbo dans sa jeunesse. Cependant, ses rêves de gloire furent brisés par les responsabilités maternelles, l'obligeant à mettre de côté ses ambitions pour élever ses deux filles, Sofia et sa sœur cadette Maria, née en 1938. Le père de Sofia, Riccardo Cicolone, un homme de lignée noble mais dénué de sens de l'honneur, refusa d'épouser Romilda et abandonna la famille peu après la naissance de Sofia, ne lui offrant ni soutien financier ni affection. Cette absence laissa des cicatrices profondes dans le cœur de la jeune fille, qui ne rencontra son père que 3 fois dans sa vie, à 5 ans, lorsqu'il passa brièvement à Pozzuoli, à 17 ans, alors qu'elle débutait dans le cinéma, et enfin sur son lit de mort en 1976, lorsqu'elle lui accorda un pardon empreint de douleur mais libérateur. Les blessures d'un père absent ne guérissent jamais vraiment, mais elles m'ont appris à me battre pour ce que je veux, confiera-t-elle des années plus tard, révélant comment cette douleur forgea sa détermination. Élevée à Pozzuoli, une petite ville côtière près de Naples, Sofia grandit dans un appartement exigu, presque insalubre, partagé avec sa mère, sa sœur, sa grand-mère maternelle Luisa et parfois d'autres membres de la famille élargie. L'espace était si réduit qu'elle dormait souvent sur un matelas à même le sol, bercée par le grondement des bombardements au loin ou les pleurs étouffés de sa mère face aux factures impayées. Malgré la pauvreté, le foyer était un cocon de résilience et d'amour. Romilda, frustrée par ses ambitions artistiques inassouvies, transmit à ses filles une discipline rigoureuse, un amour profond pour la musique, le théâtre et la littérature, ainsi qu'une foi inébranlable en leur potentiel. Elle leur apprenait à marcher avec dignité, à parler avec assurance et à rêver grand, même lorsque le dîner se limitait à une soupe claire ou à un morceau de pain rassis partagé à 4. Enfant, Sofia était une fillette timide, frêle, presque maladive, surnommée Stechetto, le cure-dent, ou Bastoncello, le bâton, par les autres enfants de Pozzuoli, qui se moquaient de sa silhouette élancée et de ses grands yeux sombres, trop grands pour son visage anguleux. Ces railleries la rendaient invisible dans un monde où l'apparence dictait souvent la valeur d'une jeune fille, et elle se sentait souvent rejetée, isolée dans sa propre communauté. Pourtant, une flamme intérieure brûlait en elle, une détermination silencieuse que sa grand-mère Luisa fut la première à percevoir. Pour l'aider à surmonter sa timidité, Luisa l'encourageait à participer à de petites performances familiales dans leur bistrot improvisé, aménagé dans le salon de l'appartement. Ce modeste espace, où les soldats américains stationnés à Pozzuoli venaient déguster la liqueur de cerise faite maison par Luisa, devint le premier théâtre de Sofia. Romilda jouait du piano avec une grâce mélancolique, Maria chantait des chansons populaires, et Sofia, d'abord hésitante, apprenait à se tenir droite en servant des verres, débarrassant les tables ou accueillant les clients avec un sourire timide. Ces moments, bien que simples, furent ses premières leçons de prestance, une qualité qui allait la distinguer sur les scènes les plus prestigieuses du monde. Elle se souvenait des rires des soldats, de leurs compliments maladroits en italien approximatif, et de la fierté dans les yeux de sa grand-mère lorsqu'elle osait parler un peu plus fort. Ces petites victoires, dans un salon transformé en refuge temporaire, plantèrent les graines de la confiance qui ferait d'elle une star. Vers l'âge de 14 ans, la transformation physique de Sofia commença à s'opérer. Ses traits anguleux s'adoucirent, sa silhouette s'épanouit, et la jeune fille autrefois moquée devint une beauté captivante,
que les voisins de Pozzuoli surnommaient désormais la perle de Naples. Romilda, consciente que l'apparence de sa fille pouvait être un passeport pour échapper à la pauvreté, l'encouragea à participer à des concours de beauté locaux. À 15 ans, en 1950, Sofia se présenta au concours de Miss Italia sous le pseudonyme de Sofia Lazzaro, un nom inspiré par un admirateur qui affirmait qu'elle était si belle qu'elle pourrait ressusciter Lazare. Bien qu'elle ne remportât pas le titre principal, elle décrocha celui de Miss Élégance, une distinction qui attira l'attention des recruteurs du cinéma italien et marqua le début de son entrée dans le monde du 7e article. Ce moment fut un tournant, non seulement pour Sofia, mais pour toute sa famille, qui voyait en elle une lueur d'espoir dans un quotidien marqué par la précarité. À peine adolescente, elle quitta Pozzuoli pour Rome, accompagnée de sa mère, qui croyait fermement en son potentiel. Sofia intégra le Centro Sperimentale di Cinematografia, l'école nationale de cinéma, où elle perfectionna son jeu d'actrice avec une détermination presque obsessionnelle. Ses débuts furent modestes, presque ingrats, elle enchaîna les rôles de figurante dans des films comme Quo Vadis, 1951, souvent non crédités, passant des heures sur des plateaux surpeuplés pour des cachets dérisoires. Elle affrontait le scepticisme de réalisateurs et de producteurs qui la voyaient comme une simple jolie fille, sans profondeur, un stéréotype qu'elle était déterminée à briser. Chaque refus, chaque rôle mineur était une épreuve, mais aussi une étape vers son objectif ultime. Sa soif de réussite était alimentée par les souvenirs des nuits où elle entendait sa mère sangloter sur les dettes, ou des jours où un seul pain devait nourrir toute la famille. Elle se promettait de ne jamais retourner à cette vie de privation, et cette promesse devint le moteur de son ambition. Son ascension fulgurante commença en 1954, lorsqu'elle fut choisie par le légendaire réalisateur Vittorio De Sica pour jouer dans L'Or de Naples. Ce rôle, celui d'une vendeuse de pizza napolitaine débordante de vie et de complexité, lui permit de révéler son talent brut et son authenticité. De Sica, qui devint un mentor et un ami, voyait en elle une actrice capable de transmettre des émotions universelles avec une sincérité désarmante. Le public fut conquis par son charisme naturel, et le succès du film la propulsa sur la scène internationale. Dans les années qui suivirent, Sofia enchaîna les collaborations avec des géants du cinéma comme Cary Grant, avec qui elle partagea une alchimie mémorable dans Houseboat, 1958, Frank Sinatra dans The Pride and the Passion, 1957, et Charlton Heston dans El Cid, 1961. Sa présence à l'écran, mêlant sensualité méditerranéenne et vulnérabilité émouvante, en fit une star adorée des deux côtés de l'Atlantique. Mais c'est en 1960 que son talent explosa véritablement avec la Ciociara, Two Women, réalisée par De Sica. Ce film poignant, qui raconte l'histoire d'une mère luttant pour protéger sa fille dans une Italie ravagée par la guerre, toucha une corde sensible chez Sofia. Initialement envisagée pour le rôle de la fille, elle insista pour incarner la mère, Césira, un personnage qui lui permettait de puiser dans les souvenirs de sa propre enfance, marquée par la peur des bombardements et la force de sa mère Romilda. Sa performance, brute, déchirante et d'une intensité rare, lui valut l'Oscar de la meilleure actrice en 1961, faisant d'elle la première personne à remporter cette distinction pour un rôle dans une langue autre que l'anglais. Ce triomphe n'était pas seulement personnel, il était un symbole d'espoir pour toutes les jeunes filles marginalisées, prouvant que la persévérance et le talent pouvaient briser les barrières sociales et culturelles. Derrière l'éclat de sa carrière se cachait une histoire d'amour aussi profonde que tumultueuse, celle qu'elle partagea avec Carlo Ponti, l'homme qui allait devenir son partenaire pour la vie. Leur rencontre eut lieu en 1950, lors d'un concours de beauté où Ponti, alors âgé de 38 ans, était juré. Sofia, à peine 16 ans, était une adolescente timide aux grands yeux bruns, encore incertaine de son potentiel. Ponti, producteur de cinéma réputé, fut immédiatement captivé par son mélange unique d'innocence et de détermination. Elle, de son côté, trouva en lui une figure de stabilité, de sagesse et de bienveillance, des qualités qui manquaient cruellement à son enfance marquée par l'absence d'un père. Leur relation, bien que marquée par une différence d'âge de 22 ans, devint rapidement un partenariat à la fois professionnel et personnel. Ponti guida les débuts de Sofia dans l'industrie cinématographique, l'aidant à obtenir des rôles plus significatifs et à naviguer dans un milieu dominé par les hommes. Il croyait en son talent bien au-delà de sa beauté, et cette confiance fut un pilier pour Sofia dans les moments de doute. Cependant, leur amour fut mis à l'épreuve par les conventions rigides de l'Italie d'après-guerre, un pays profondément catholique où le divorce était illégal. Ponti était marié à Giuliana Fiastri, avec qui il avait 2 enfants, et leur relation attira les foudres de la presse et de la société.
En 1957, déterminés à officialiser leur union, ils se marièrent par procuration au Mexique, un acte audacieux mais juridiquement complexe. Ce mariage fut déclaré illégal en Italie, et Ponti fut accusé de bigamie, plongeant le couple dans un scandale public qui fit la une des journaux. Les critiques étaient cinglantes. On reprochait à Sofia d'être une « briseuse de ménage » et à Ponti de trahir les valeurs familiales italiennes. Pourtant, loin de céder à la pression, ils firent preuve d'une résilience remarquable. En 1962, pour protéger Ponti des poursuites judiciaires, ils acceptèrent à contre-cœur d'annuler leur mariage, mais leur amour resta inébranlable. Aucun texte de loi ne pouvait dissoudre ce que nous ressentions, écrivit Sofia dans ses mémoires. En 1965, dans une démarche stratégique, ils obtinrent la nationalité française, ce qui permit à Ponti de divorcer légalement de sa première épouse avec l'accord du Premier ministre français, Georges Pompidou. Le 9 avril 1966, Sofia et Carlo se marièrent enfin lors d'une cérémonie civile discrète à Sèvres, en France, marquant le début d'un mariage qui durait plus de 4 décennies. Leur union fut un partenariat d'égal à égal, fondé sur le respect mutuel, la complicité et une vision commune de la vie. Ensemble, ils fondèrent une famille avec la naissance de leurs 2 fils, Carlo Jr. en 1968 et Eduardo en 1973. Pour Sofia, devenir mère était l'accomplissement d'un rêve chéri, mais le chemin fut semé d'embûches. Après plusieurs fausses couches et des traitements médicaux éprouvants, elle s'investit pleinement dans l'éducation de ses enfants, déterminée à leur offrir la stabilité et l'amour qu'elle n'avait pas toujours connus. Malgré sa célébrité mondiale, elle protégea farouchement leur vie privée, refusant de les exposer aux projecteurs qui la suivaient partout. Elle organisait des anniversaires simples à la maison, cuisinait des plats napolitains traditionnels et veillait à ce que ses fils grandissent loin des excès de Hollywood. Au sommet de sa gloire dans les années 1980, après des décennies passées à jongler entre les plateaux de tournage à Rome, Los Angeles, Paris et au-delà, Sofia ressentit le poids de sa carrière extraordinaire. Elle avait voyagé sans relâche, vécu sous le regard constant des médias et répondu aux attentes d'une industrie exigeante. Bien qu'elle aimât son métier, elle aspirait à un lieu où elle pourrait être une femme, une mère, une épouse, et plus tard une grand-mère, loin de l'image d'icône intouchable. Ce lieu, elle le trouva à Genève, en Suisse, une ville synonyme de discrétion, de beauté naturelle et de sérénité. Avec Carlo Ponti, elle acquit un élégant appartement dans la vieille ville historique, un quartier prisé pour son charme intemporel, ses ruelles pavées et son atmosphère feutrée. Situé dans un immeuble cossu du XVIIIe siècle, cet appartement offrait un équilibre parfait entre grandeur et intimité, loin du chaos de la vie de star. Dans ses mémoires, Yesterday, Today, Tomorrow, 2014, Sofia décrivit Genève comme le premier endroit où elle se sentit véritablement en sécurité. Contrairement à Rome, où les paparazzi traquaient ses moindres mouvements, ou à Los Angeles, où la célébrité était un spectacle permanent, Genève lui permettait de flâner dans les marchés locaux, de visiter des librairies anciennes ou de s'asseoir à une terrasse de café sans être dérangé. Cet anonymat relatif était un luxe inestimable pour une femme dont la vie avait été scrutée depuis l'adolescence. L'appartement lui-même est un chef-d'œuvre de raffinement, à l'image de l'âme de Sofia. Les hauts plafonds, ornés de moulures complexes. Les colonnes de marbre poli et les tapis rouges profonds évoquent une élégance classique, tandis que les touches méditerranéennes, rideaux aux teintes chaudes de terre cuite, lampes aux accents dorés, meubles en bois sculpté, ou rendent hommage à ses racines napolitaines. Les murs sont décorés d'une collection éclectique d'œuvres d'art, glanées au fil de ses voyages, des peintures impressionnistes, des portraits de famille, des affiches de ses films les plus emblématiques. Chaque objet raconte une histoire, qu'il s'agisse d'une sculpture offerte par un ami artiste ou d'une photographie en noir et blanc de ses débuts à Cinecittà. Une salle dédiée abrite ses nombreuses récompenses, dont l'Oscar pour la Ciociara, des Golden Globes, des prix David di Donatello et des hommages honorifiques du monde entier. Pourtant, cette pièce n'est pas un hôtel à la vanité, mais un témoignage de son travail acharné, des nuits blanches sur les plateaux, des sacrifices consentis et des rêves réalisés. Cet appartement fut le théâtre des moments les plus précieux de sa vie. C'est là que Sofia et Carlo élevèrent leur fils, Carlo Jr. Devenu chef d'orchestre acclamé, et Eduardo, réalisateur talentueux. Les anniversaires étaient célébrés avec des gâteaux faits maison, les dîners en famille étaient rythmés par les rires et les récits des voyages de Sofia, et les soirées paisibles étaient bercées par la musique du piano que Carlo aimait jouer. Mais c'est aussi dans cet appartement que Sofia affronta l'une des plus grandes épreuves de sa vie, la perte de Carlo Ponti, décédé le 10 janvier 2007 des suites de complications pulmonaires à l'âge de 94 ans. Sa disparition laissa un vide immense,
Mais l'appartement, empreint de leurs souvenirs communs, devint un refuge où elle pouvait encore sentir sa présence. Les livres qu'ils lisaient ensemble, les œuvres d'art qu'ils avaient choisies à deux, le piano où résonnaient autrefois les mélodies de Puccini, chaque recoin de la maison portait l'empreinte de leur amour. Dans les interviews, Sofia confie qu'elle ressent encore l'écho de la chaleur de Carlo, de son humour subtil et de son soutien indéfectible, comme si les murs eux-mêmes gardaient sa mémoire vivante. Au fil des décennies, Sofia et Carlo ont possédé plusieurs résidences qui reflétaient leur goût raffiné et leur quête d'un équilibre entre grandeur et intimité. Parmi elles, la Villa Sara, près de Rome, reste l'une des plus emblématiques. Achetée en 1960, cette majestueuse demeure du XVIe siècle, située à Marino, s'étendait sur 20 hectares de terre verdoyante, un domaine digne d'une résidence royale. Avec ses 50 pièces, ses fresques Renaissance peintes à la main, ses lustres en cristal scintillant et son cinéma privé où Carlo organisait des projections pour leurs amis, la Villa Sara était un chef-d'œuvre architectural. Les jardins sculptés, agrémentés de fontaines murmureuses, d'un verger parfumé et d'une écurie, invitaient à la contemplation, tandis que la piscine, nichée entre deux escaliers en marbre, devint le décor d'une image iconique immortalisée par le photographe Alfred Eisenstaedt. Dans cette photographie, Sofia, rayonnante dans une robe fluide, incarne le glamour italien dans toute sa splendeur. La Villa Sara n'était pas seulement une maison, c'était un lieu de rassemblement pour les amis du couple, issus du cinéma, de la politique et des arts. Les dîners somptueux dans la grande salle à manger, les promenades dans les jardins soigneusement entretenus, les soirées de projection dans le cinéma privé, tout cela faisait de la villa un théâtre de souvenirs heureux. Pourtant, après la mort de Carlo en 2007, Sofia trouva la villa trop vaste, trop chargée des échos du passé. L'entretenir seule était une tâche colossale, et sans Carlo, les pièces semblaient vides. Elle prit la difficile décision de la mettre en vente dans les années 2000, avec une estimation dépassant les 20 millions d'euros. Comme toute propriété d'une telle rareté et d'une telle importance historique, sa véritable valeur résidait dans les souvenirs qu'elle abritait, bien plus que dans son prix. De l'autre côté de l'Atlantique, la Concordia, située à Thousand Oaks en Californie, offrait un contraste saisissant avec l'opulence baroque de la Villa Sara. Achetée en 1981 à l'actrice américaine Eva Arden, cette propriété de 5 acres était un havre de paix décontracté, décrit par Carlo Jr. comme un petit village. La maison principale, avec ses 4 chambres et ses 3 vastes salons, était baignée de lumière grâce à de larges fenêtres offrant des vues panoramiques sur les collines ondoyantes de la Eden Valley. Une serre abritait des plantes exotiques, une cour pavée avec une cheminée extérieure invitait aux soirées d'été, et une grange ancienne, habilement transformée en logement pour le personnel, ajoutait une touche de charme rustique. Comparée à l'élégance formelle de la Villa Sara, la Concordia privilégiait une vie intérieure-extérieure, avec des jardins remplis de fleurs indigènes et des espaces pour des pique-niques en famille ou des moments de réflexion. Bien que le domaine comprenne des écuries, Sofia et Carlo n'y gardèrent jamais de chevaux, préférant profiter de la tranquillité des lieux pour se ressourcer. Pendant plus de 25 ans, la Concordia fut leur sanctuaire estival, un endroit où ils pouvaient échapper aux pressions de la vie publique et renouer avec la nature. Après la mort de Carlo, Sofia choisit de simplifier sa vie et mit la propriété en vente en 2006 pour 8,9 millions de dollars, finalement vendue pour 6,9 millions après une révision du prix. Cette vente marqua la fin d'une époque, mais comme la Villa Sara, la Concordia reste ancrée dans l'histoire remarquable de Sofia. Aujourd'hui, à 90 ans, Sofia Loren continue d'incarner la grâce, la résilience et la force qui l'ont définie. Tout au long de sa vie. En septembre 2023, une chute grave dans son appartement genevois lui causa des fractures à la hanche et au fémur, nécessitant une chirurgie d'urgence et une rééducation exigeante. Pourtant, fidèle à sa nature indomptable, elle affronta cette épreuve avec la même ténacité qu'il avait porté des abris antiaériens de Naples aux scènes les plus glamour du monde. Son appartement, avec ses vues apaisantes sur le lac de Genève, les flèches des églises anciennes et les Alpes au loin, offrit le cadre idéal pour sa convalescence. Entourée de souvenirs, photos de ses fils enfants, lettres manuscrites de Carlo, affiches de ses films, elle puisa dans la sérénité de ce lieu pour guérir. Elle cultive aujourd'hui un petit jardin sur son balcon, où elle fait pousser des herbes aromatiques et des fleurs parfumées, prépare des plats napolitains dans sa cuisine bien-aimée, et passe de longues heures en visioconférence avec ses petits-enfants installés en Californie. Malgré les rumeurs de retraite, Sofia reste tournée vers l'avenir, exprimant son désir de jouer dans de nouvelles productions, prouvant que son esprit créatif est toujours bien vivant. Pour Sofia Loren, une maison est bien plus qu'un espace physique. C'est un sanctuaire où se tissent les souvenirs,
où l'amour et la résilience prennent vie. La Villa Sara, avec sa grandeur baroque, la Concordia, avec son charme décontracté, et l'appartement genevois, avec son élégance discrète, ont chacune joué un rôle dans son histoire. Mais c'est à Genève qu'elle a trouvé son véritable refuge, un lieu qui incarne la paix qu'elle a toujours cherchée, un hommage vivant à l'amour, à la force et à la vie extraordinaire qu'elle a construite. Laquelle des demeures de Sophia Loren aimeriez-vous visiter? La majestueuse Villa Sara en Italie, avec ses fresques Renaissance et sa piscine iconique, ou la paisible Concordia en Californie, avec ses vues sur les collines et son charme décontracté? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si cette plongée dans la vie d'une légende vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires extraordinaires.